Alors, bon, bah, on va simplement reformuler de façon peut-être plus structurée ce qu'on vient de partager ensemble et qui fait notre quotidien. Nous, en tant que coach d'équipe et consultant en conduite du changement, voilà sur quoi on est amené à être sollicité par des entreprises. Le premier, c'est mobiliser rapidement une équipe. La notion de mobilisation regroupe le fait de constituer une nouvelle équipe, mais aussi on peut mobiliser une équipe projet, pas uniquement une équipe structurée, ça peut être une équipe projet. On peut être amené à mobiliser une catégorie de personnes, on va dire un métier. Ça peut être, voilà, moi j'interviens auprès de l'ensemble des assistantes d'une entreprise où on est en train de faire évoluer son métier et il faut accompagner ce changement et l'appropriation de ce nouveau métier. Donc c'est une population spécifique, expert, ou qui a une compétence particulière. Mobiliser pour l'engagement individuel et collectif. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, se pose la question de l'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va susciter l'envie de s'impliquer, de s'engager dans l'atteinte des objectifs des entreprises? Avec un paradoxe, c'est-à-dire que tout le monde, si on interroge les gens, les personnes en entreprise, ils veulent tous travailler, ils veulent tous s'engager. En revanche, si on leur dit est-ce que dans l'entreprise où vous êtes actuellement, vous vous sentez engagé, là, le taux est inversement proportionnel. Donc 80% des personnes qui travaillent ont envie d'être engagées, mais 80% disent oui, mais au fait, dans le contexte où je suis, dans l'entreprise où je suis, avec ce que je fais, j'ai du mal à l'être. Donc ça prouve qu'on a un énorme travail d'accompagnement pour que les organisations prennent en compte ces leviers qui font qu'on va pouvoir exprimer notre engagement. Et puis dans la mobilisation, on a aussi la notion donc, de gestion de conflits. Alors ça peut être au niveau d'à peu près tous les niveaux, hein, d'un codir, d'une équipe. Comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner ce collectif ensemble? Les comités de direction jusqu'à présent étaient les derniers à se poser ce type de questions, puisqu'ils étaient vraiment une somme d'experts. Aujourd'hui, c'est en train d'exploser, parce que notamment avec les nouveaux directeurs, les plus jeunes, on va dire, pour eux, c'est un ingrédient aussi important que la politique commerciale. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va bien interagir entre nous et qu'on va pouvoir développer de la transversalité dans les différents silos et dans les façons. Donc, en termes de mobilisation, il y a de quoi faire. Alors on va maintenant parler de performance collective. Et en fait, c'est intéressant de voir le mot performance parce qu'on retrouve la même chose dans le coaching individuel. Il n'y a encore pas très longtemps, le coaching individuel, c'était, voilà, là j'ai quelqu'un qui dysfonctionne, il faudrait vous en occuper. On retrouve la même chose, c'est-à-dire que le coaching, oui, on peut s'occuper d'une équipe qui est en souffrance, une équipe dysfonctionnelle, ça c'est pas un sujet. Mais c'est aussi un moyen, et d'abord et avant tout, d'améliorer la performance collective. Une équipe, c'est une alchimie, c'est quelque chose de complexe. Il y a des échanges, des façons de fonctionner, des rituels, du subjectif et de l'objectif. Donc il y a tous ces éléments-là. Et c'est ça qui va rendre l'équipe plus efficace dans sa capacité à communiquer entre elles, d'abord de façon subjective, et puis à un moment de façon subjective, sans vraiment se parler, mais en se comprenant. Et c'est là où les choses se transforment. Et c'est là où la performance arrive. Et donc, on retrouve toute la partie de la performance collective avec, évidemment, une équipe qui peut être multisite, multiculturelle. Donc, comment on réaligne, non pas les cultures, une culture, ça ne s'aligne pas, mais apprendre à mettre en place ce qui est nécessaire pour qu'entre cultures, on puisse échanger et gagner de l'efficacité. La productivité d'une équipe cohérente, donc l'équipe existe, elle a besoin de s'améliorer dans sa productivité. Définition de la gouvernance, ça c'est un sujet sur lequel on voit arriver de plus en plus, surtout sur des équipes de CODIR. On a un mode de fonctionnement, mais quelle est notre gouvernance en haut et en bas? Quelles sont nos interfaces avec le reste du monde, j'allais dire. Réduction d'un turnover, d'un taux d'absentéisme. Évidemment, la rétention des hauts potentiels, c'est devenu aujourd'hui j'allais dire presque une obsession pour les talent managers dans les entreprises. Quand on a des hauts potentiels ou des personnes identifiées, on veut les garder, de les réintégrer dans une équipe, de leur faire participer au collectif, surtout avec les générations les plus jeunes qui ont besoin d'avoir de sens et qui ont besoin d'avoir de collectif. Donc de les remettre dans une équipe et de régénérer autour d'eux du collectif, de leur faire participer au projet, c'est un moyen de faire de la rétention. Et puis le développement du leadership au sein de l'équipe, parce qu'on parle souvent de leadership en termes de leadership individuel, mais combien vous avez dans les entreprises des équipes de CODIR dans lesquelles il y a 8 personnes, 3-4 leaders identifiés sans problème, et eux sont vraiment des vrais leaders,
mais l'équipe n'a pas de leadership. Et la notion de leadership de l'équipe devient un sujet de plus en plus important parce que les personnes, les hommes et les femmes sont amenés à bouger et il faut que l'équipe installe son leadership. Et donc, installation du leadership d'une équipe, c'est aussi un sujet qu'on peut traiter dans ce domaine-là. Donc, il y a une notion d'énergie collective, la mobilisation. Il y a une notion de développement de la performance et de la compétence. Et il y a une dimension d'adaptation. Le concept d'agilité n'est qu'une une illustration en termes de méthodologie d'une réalité qui fait que les organisations ou un collectif est amené de plus en plus vite à s'adapter à son environnement. On le vit assez fortement aujourd'hui avec une capacité de réactivité qui va dépendre de la capacité de ce collectif à justement identifier ensemble le coup d'après. S'il y a une personne qui a la solution, le patron, la probabilité que le virage soit pris est quasi nulle. Si une grande majorité des acteurs du projet ou de l'entreprise ou de l'équipe ont contribué à la réflexion sur la façon de prendre un virage ou de s'adapter à son environnement, vous multipliez par 10 la probabilité que ça ait lieu. Ce qui fait que pendant des années, on voyait beaucoup d'éléments de présentation qui relevaient de la stratégie, avec des explications très précises sur par où on allait aller pour pouvoir évoluer. Généralement, on avait des stratégies à 3-4 ans. Aujourd'hui, on est sur une consultation quasiment permanente du terrain sur le coup d'après à 6 mois, 1 an et à 2 ans. Donc cette consultation et cette adaptation permanente des organisations et des stratégies, il faut l'animer. Et les entreprises ont vraiment besoin de personnes qui vont les aider à animer cette réflexion et cette prise de décision. Donc ça se traduit évidemment dans toutes les situations de transformation organisationnelles, mais qui peuvent être aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, des pratiques métiers, ce qui peuvent être des transformations dans une évolution de la culture managériale. Là aussi, beaucoup d'entreprises s'interrogent sur comment arriver à faire évoluer collectivement les pratiques managériales. Pour l'instant, il y a trop de situations où ça dépend un peu de la personnalité et de l'appétence du manager, mais le collectif managérial est encore un peu à l'ancienne ou un peu du mal à s'adapter. Donc il y a un énorme travail à faire pour que les cultures managériales soient à la hauteur du besoin d'agilité dont on vient de parler. L'accompagnement de la prise de fonction d'un nouveau dirigeant, ça aussi, ça se développe beaucoup parce qu'on a une particularité en France et chez les Latins en particulier, c'est qu'on regarde toujours vers le haut. Donc les collaborateurs d'une entreprise, quand il y a un changement à la direction de l'entreprise, c'est un tremblement de terre. Alors qu'on pourrait imaginer que finalement, au fond, les personnes passent, mais les sujets restent. Il y a une hyper-incarnation du rôle de chef dans les entreprises françaises. Et donc, s'il n'y a pas cette intégration, s'il ne prend pas en compte la culture dans laquelle il arrive et qu'en même temps, il faut qu'il apporte sa valeur ajoutée à lui, ça devient un enjeu extrêmement important d'arriver à trouver ce juste équilibre entre respecter l'environnement à laquelle il arrive et les nécessaires changements qu'il doit accompagner parce que sinon, il n'aurait pas été nommé là. Donc, c'est des situations assez délicates qui peuvent mixer à cet endroit-là de l'individuel et du collectif. Mais en tout cas, le coaching individuel n'est jamais la solution pour arriver à cet objectif-là. Il faut impliquer l'équipe qui va avec pour définir le coup d'après. Et puis, tout ce qui relève de la conduite du changement et des résistances au changement. Naturelles, on les connaît tous. Voilà, nous, notre rôle en tant que coach, en tant qu'accompagnant, c'est de faciliter ces transitions et de manière à ce que la phase de résistance ne soit pas un élément de blocage, mais un élément de co-construction. Est-ce que déjà, avant qu'on passe à l'étape d'après, qui va être un peu les types d'interventions, est-ce que vous avez d'autres réactions, commentaires, questions? On continue? On va aller tout doucement au contenu, mais ça nous paraissait utile de commencer par poser ces... Parce que clairement, tout ce qu'on va voir ensemble, ça va être au service de tout ça. Donc si vous vous projetez, si vous-même vous avez envie de vous mobiliser sur ces sujets-là, alors vous êtes au bon endroit. Ouais. Un sponsor versus gouvernance. Alors quand on entend gouvernance, on entend les modalités de décision, c'est-à-dire qu'est-ce qui relève de l'équipe de comité de direction, qu'est-ce qui relève du comité exécutif, qu'est-ce qui relève... Le sponsor, c'est plutôt le représentant notamment du CODIR sur un projet donné. Et là, en revanche, c'est un facteur, on pourrait y venir, c'est un facteur très aidant pour la réussite des projets. Puisque, voilà. En tout cas, la notion de sponsor est plus associée au projet. La notion de gouvernance est un peu plus aux équipes de direction. Il fallait
Je réponds j'ai une remarque en disant que je n'ai pas fait la réponse dans le micro, donc je la refais en disant qu'effectivement, sur les évolutions de gouvernance, on a souvent un sponsor au niveau du conseil d'administration qui est un peu en charge du projet, mais avec une volonté d'inclure dans la réflexion l'ensemble des équipes et pas juste d'accoucher d'une gouvernance venue du haut et peut-être pas forcément adaptée. Je crois qu'il y avait une autre question. D'accord. Ça marche beaucoup mieux. C'est bon? Ok. Alors pas le haut-parleur, là-bas. Ah d'accord, c'est pour ça. Alors je dis donc que j'adore le coaching d'équipe parce que c'est une alchimie entre des choses rationnelles, pas rationnelles, et puis le leader de l'équipe, le patron, il nous fait vraiment confiance, il nous regarde vraiment avec beaucoup d'attente. Donc c'est bon aussi pour l'ego, donc j'adore tout ça. Mais comme je le disais, j'adore aussi l'accompagnement collectif, comme on vient de le vivre. Là évidemment, on ne se connaît pas encore suffisamment, mais si on fait la formation ensemble, on va faire beaucoup plus que de s'échanger des post-it électroniques. Mais partager l'expérience des uns et des autres, utiliser la connaissance de chacun et mettre tout ça, mettre notre connaissance en termes d'outils et de méthodologie qui va permettre de trouver ensemble des solutions qui vont faire progresser le collectif, c'est génial. Là, hier, on a fait ça dans une entreprise à Nantes. On a fait 5 ateliers de 2h30 en un jour et demi. Et à chaque fois, les gens, ils arrivaient et disaient, voilà, on a 2 heures, pendant 2 heures, on va produire le plus possible et on espère vraiment que l'entreprise va s'appuyer là-dessus parce qu'on a tellement envie que ça évolue. On a tellement envie que ça évolue dans le bon sens qu'on est prêt à investir du temps, de l'énergie et tout, et on y croit encore. Bon, il y a des entreprises où ils n'y croient plus, parce qu'au 18e dispositif d'accompagnement collectif, ils se disent c'est encore le consultant de plus. Donc nous, on doit justement leur expliquer que non, on ne sera pas le consultant de plus. On va effectivement s'engager dans piloter les projets en mode collaboratif. Un projet d'entreprise, un projet technique, un projet transverse, mais dans une dimension collaborative. On va mobiliser les acteurs du projet. C'est une des difficultés dans le mode projet, c'est que les personnes, des fois, ils contribuent quand ils en ont envie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils vont en avoir envie? Tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Parce qu'ils vont pouvoir s'exprimer, parce qu'il y aura une cohésion d'équipe. Même en mode projet, on peut recréer cette dimension d'intelligence collective et d'envie de travailler ensemble. Et c'est nécessaire. Un chef de projet qui n'a pas ces dimensions-là, il va se retrouver tout seul avec son plan d'action et son Excel, et il est très malheureux. Donc il doit obliger de connaître ces techniques qui vont faire que les participants vont venir, qui vont se connecter entre les rencontres pour aller vérifier qu'ils ont fait la tâche qu'on attendait d'eux. Ça, c'est la mobilisation, c'est le travail collaboratif qui va créer cette envie. Voilà, donc le reste, développer de la transversalité, optimiser les pratiques opérationnelles, c'est un truc de fou. Toutes les réponses sont là. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à résoudre des problèmes et quand on interroge les membres de l'équipe ou plus largement des personnes de l'entreprise, les réponses existent. Mais c'est juste qu'on ne prend pas toujours le temps de les poser, ces questions. Mettre en place des dispositifs d'amélioration continue et accompagner la mise en place d'une transformation. Donc voilà, notre rôle dans cet endroit-là, c'est de créer les conditions de cette interactivité, de cette remontée d'informations, de cette consolidation de l'information et du pilotage que l'on fait de toute cette connaissance et de tous ces apports collaboratifs. Et le dernier thème, team building, plus festif. Alors voilà. Effectivement, trouver ensemble des solutions, c'est aussi vrai dans le coaching d'équipe. Donc, comment est-ce qu'on pourrait spécifier la différence spécifique entre l'accompagnement d'un collectif et le coaching d'équipe? Est-ce qu'il y aurait moyen de... Si je pouvais utiliser l'image aussi, on est plus là sur des processus objectifs, et là on est plus sur des processus subjectifs. Voilà. Ça peut être un élément de différence. Voilà. Mais évidemment qu'il n'y a pas que du processus subjectif et que du processus objectif. Mais on met en avant et on met dans les objectifs et on met dans les outils plus de processus subjectifs là. Et là, on va mettre plus de processus objectifs qui vont travailler sur les processus subjectifs. Là, on va rentrer par les processus subjectifs. Avec.
Voilà. Quand on est que ce soit dans un coaching d'équipe ou dans un accompagnement de projet de ce type-là, au démarrage, il doit donner, enfin, plus exactement, il doit participer à définir les objectifs de la démarche. Après tout, il est leader, donc il est forcément le garant de ça. Et s'il n'y adhère pas, ça n'aura probablement pas lieu. On peut faire des tas d'ateliers. Si le leader ne se dit pas, moi j'ai envie de consulter mes équipes sur l'engagement, sur le commercial, ça n'aura jamais lieu. Donc il va participer très fortement au cadrage et aux objectifs dans les deux cas. Et dans les deux cas, ensuite il va être avec son équipe. Et l'idée c'est que pendant tout le processus d'accompagnement, il ne fasse pas sentir de différence. Et quand on est sorti du processus d'accompagnement ou en tout cas ou de création de valeur à travers l'intelligence collective, là il récupère cette matière et il va devenir le sponsor, le garant que cette matière soit utilisée. Donc il est aux deux bouts de la chaîne et au milieu il est comme vous et moi. Il a une intelligence collective. C'est ma vision. Moi, je rajouterais juste que si, au moment du diagnostic, parce que ça, c'est un des éléments qui fait partie du programme, c'est comment on fait un diagnostic d'équipe, et ça, vous le verrez, c'est un des éléments du programme. Le fait d'avoir un leader, un manager qui se met en dehors de l'équipe est un élément de diagnostic très fort du fonctionnement de l'équipe et donne beaucoup, beaucoup d'informations sur ce qui peut se passer après. Voilà. Et donc, on termine avec le team building. Alors, le team building, c'est vraiment cette notion d'appartenance. Mais de se sentir d'appartenance, c'est de faire des choses en commun. Alors on peut évidemment ici travailler sur des projets, on peut travailler sur des processus, mettre en place des rituels communs, etc. Là, on va descendre. Si je devais utiliser des mots de coach, des mots datés, je dirais qu'ici, on est un peu avec l'adulte. On est sur du processus adulte, quels sont les moyens qu'on se donne pour faire les choses et on le fait. Ici, on est plutôt sur l'enfant. C'est de retrouver le plaisir de faire des choses ensemble, mais dans le jeu, dans l'activité, dans les animations, etc., dans le symbole. Donc on va aller chercher comme ça des champs plus vers l'enfant qui permettent de créer un lien différent comme les enfants savent le faire entre eux. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est énormément d'activités, de jeux symboliques, de jeux de projection, etc., qui permettent à l'équipe de se créer, de projeter ensemble vers quelque chose. Donc on va trouver quoi ? Ça permet quoi ? Le niveau de cohésion entre les collaborateurs, le sentiment d'appartenance, et puis l'engagement et la dynamique collective. Parce que quand on a le sentiment d'être vraiment tous ensemble, il se passe des choses. Puis, historiquement, les entreprises ou les organisations ont fait le chemin dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elles ont commencé par miser beaucoup sur le team building. On a vu des trucs et on en fait aussi. On en a fait. On était justement dans des stades, dans les tribunes, et on a fait un tifo avec le logo de l'entreprise. Donc tout le monde lève un petit bout de papier, et quand on regarde l'ensemble de la tribune, ça fait tout le logo avec le message « On y va tous ensemble ». Et il y a clairement un moment d'émotion à cet endroit-là. Clairement. Et il y a un sentiment d'appartenance. Et puis après, on a revu, là, on travaille avec les fameux avec qui on va faire la convention managériale à l'UA Arena. Ils ont fait ça il y a 5 ans ou il y a 6 ans, et puis aujourd'hui, ils constatent qu'il ne s'est rien passé après. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai sentiment d'envie. Il y a une vraie énergie qui est née, mais dans la pratique, rien n'a changé. Donc du coup, on est parti sur un accompagnement collectif. C'est-à-dire que là, pendant 6 mois, on va travailler avec les équipes sur c'est quoi le management dans cette entreprise dans les années à venir. Et on travaille vraiment sur pas que de la recherche d'idées, on fait des explorations, on va sur le terrain. Donc on essaye de définir collectivement quels sont les enjeux du management dans cette entreprise. Et on va le présenter au cours d'un team building. Et si tout va bien, après, le CODIR va nous faire travailler en coaching d'équipe. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a fait un petit atelier collaboratif avec un CODIR, c'est un gros truc à l'ancienne, et une grosse masse, avec un truc avec des bureaux qui sont énormes, enfin une salle de conseil, un truc, on a l'impression d'être à l'ONU. Et on les a fait déplacer, on les a mis au milieu de cette immense table, et avec leurs chaises, ils ont commencé à discuter entre eux. On a fait une sorte de mini coaching d'équipe et ils ont adoré. Puis après, ils sont retournés derrière leur bureau et dans leur posture. Donc, historiquement, voilà un peu comment ça se passe. On est souvent entré dans le team building. Maintenant, il y a une vraie appétence pour l'accompagnement collectif. Et on va bientôt arriver à la généralisation, notamment dans les équipes de direction, d'un accompagnement de cette instance, parce qu'évidemment, elle a un enjeu énorme. Et puis après, il n'y a pas que les accompagnements de CODIR, il y a tous les accompagnements d'équipe. Ça va ? Vous avez toujours envie ? Il y a de quoi faire. Hein. Là, l'avantage, c'est qu'il y a de quoi faire.
Alors comment le faire? On commence à se poser la question de savoir c'est quoi une équipe qui est performante. La Coupe du Monde de football nous a bien aidés. On a une somme d'individus, tous plus individualistes les uns que les autres, pas forcément capables de bien jouer ensemble, et puis à la fin ils gagnent. Pour faire un raccourci un peu simpliste, hein. Mais clairement, il y a des leviers qui permettent de passer. Alors là, c'est le modèle d'Olivier de Villard, auquel nous sommes très attachés puisqu'il est le créateur de l'IFOD, et qui porte vraiment tout son sens. C'est simple, précis. On peut passer d'une équipe qui est une juxtaposition d'individus, avec des fonctionnements individuels et des relations uniquement en one-to-one. Je vais te rencontrer parce que tu es responsable RH et donc j'ai une question RH. Donc je viens te parler en tant que responsable RH et moi je suis responsable de la production. Et voilà. Et on peut imaginer à l'opposé une équipe dite excellente qui aura cette capacité à tout moment d'oublier les fonctions et de se centrer sur la résolution du sujet. En y mettant tout, notre intelligence collective, notre complicité. On sait qu'on fait partie d'un même projet et c'est pas la casquette DRH que j'ai. C'est je fais partie du projet d'entreprise et on a tout intérêt à bien s'entendre et à trouver la bonne tactique pour résoudre le problème ensemble. Savoir utiliser les talents. On utilise dans les entreprises que 50%. La personne avec qui j'étais hier de l'entreprise en question, elle me dit beaucoup moins que ça. 50% du potentiel des gens. Ce qui colle plus ou moins à leur fiche de fonction. Mais on n'est pas que ça. Il y a des talents métiers, mais il y a aussi des talents relationnels, il y a des talents d'expérience, de méthodologie. On a tous des choses à mettre dans le panier. Quand on est une équipe excellente, à tout moment, on sait repérer les talents de chacun et les mettre au service de la résolution des sujets et l'avancement des projets. Au-delà des fiches de mission. Des postures de leadership, la notion de débat, c'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Là, si on n'est pas d'accord, il y a un conflit. Là, si on n'est pas d'accord, c'est génial. On va pouvoir éventuellement sortir des sentiers battus et de se dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Et toi, c'est quoi ton avis? Et multiplier les contre-arguments qui vont nous permettre peut-être de trouver une idée qu'on n'avait jamais eue. Voilà. Je vous l'ai fait courte, mais je... Juste un petit élément pour refaire le lien avec le slide précédent entre le team building, les équipes et le coaching. Ici, clairement, les modes d'intervention vont plutôt être de l'ordre du team building. Là, on a besoin de créer une équipe, quelque chose autour de la cohésion humaine. On a fait des jeux ensemble, on a fait des choses, donc il y a une cohésion humaine. Ici, on va être sur de l'accompagnement de collectifs. On commence à avoir des objectifs communs. On est capable d'avoir une cohésion technique, de se dire un certain nombre de choses, de mettre en place des rituels. Donc on est là. Là, on est plutôt vers quelque chose qui est de l'ordre du coaching, parce qu'il se passe d'autres choses. On est vraiment sur les processus subjectifs. On parle de la complicité, on parle de la reconnaissance de leadership, etc., les qualités émergentes. Donc on laisse émerger des qualités. Donc voilà un peu, si je voulais faire si on pouvait faire aussi ce parallèle, voilà un peu les différentes interventions sur les stades de maturité. Le modèle start-up, donc on connaît les particularités. Le modèle start-up, c'est qu'ils sont une taille humaine et généralement ils sont en croissance. Donc il y a des sous au démarrage d'une start-up et ça reste à taille humaine. Mais clairement, tous les modèles de start-up se posent sur ces modèles-là d'intelligence collective avec des process extrêmement précis. Il y a des rituels à telle heure, tel jour, mais à l'intérieur de ces rituels, il y a une grande liberté d'expression, une grande capacité à sortir des étiquettes. Donc c'est très normé, très processé, et en même temps, à l'intérieur de ces process, chacun peut s'exprimer tel qu'il est au-delà de sa mission. Donc on creuse quand même, il y a beaucoup d'organisations qui essayent de tendre vers ça. On ne va pas décrypter, alors déjà peut-être que vous avez des réactions là-dessus, on ne va pas décrypter chaque ligne, ça on le fera lors de la formation, mais tout ça pour dire qu'il y a des vrais leviers. Voilà, il y a des vrais leviers pour créer une dynamique et pour créer une cohésion d'équipe. Est-ce que vous avez des feedbacks, des réactions à cet endroit-là, avant qu'on aille sur le programme lui-même? Des retours d'expérience? Dans quel type d'équipe vous évoluez aujourd'hui, ou vous avez évolué? Quel A, B, C, D, E? Vous avez tout connu? Bonne nouvelle. C'est vrai? C'était quoi l'équipe, la meilleure équipe que vous ayez connue?
Ouais, quand on faisait du sport. Hein, les organisations ont plus de mal. Ouais. C'est une belle analogie. Hein. Souvent, on fait intervenir dans les team building des grands entraîneurs. Mais bon, ça suffit pas parce qu'après, il faut transposer. Mais c'est clair que dans le domaine du sport, c'est fascinant parce qu'il y a des automatismes. Pour bien jouer en équipe, il faut des automatismes. Il faut des process, il faut de la méthode, il faut des choses qui soient répétées plein de fois. Et une fois que ces process et ces méthodes sont bien posés, on peut faire preuve d'individualité. On peut apporter un supplément d'âme au collectif en restant soi-même. Mais s'il n'y a pas ces automatismes-là, c'est une somme de personnes individuelles avec plein de talents, mais qui ne vont pas créer quelque chose ensemble. Et c'est ça notre sujet, justement. C'est comment est-ce qu'on peut investir des trucs très objectifs, les rituels, comment est-ce qu'on communique, à quel moment, pour faire quoi, le mode projet, où est-ce qu'on capitalise l'information, où est-ce qu'on va retrouver qui fait quoi, et autour de ça, comment est-ce qu'on peut se sentir soi-même, s'autoriser avec ses forces, ses erreurs, appeler au secours, au contraire dire mais moi je veux y aller, j'adore faire ça, faites-moi confiance. Enfin, voilà, quand est-ce qu'on peut investir dans tout ce cadre-là, notre personnalité, notre potentiel. Des chefs d'entreprise qui, en échangeant avec vous, prétendent être dans l'état C, on va dire, avoir une entreprise qui essaie que dans les faits, ils sont plus A ou B. Comment est-ce que vous travaillez avec ce donneur d'ordre, avec ce dirigeant, pour, d'une part, peut-être ramener un peu à rabaisser, enfin, revoir un peu la vision ou ses représentations. Et, alors, je ne sais pas si ça vous est vu, enfin, très certainement arrivé déjà, et comment vous amenez un peu à travailler sur cette révision ou revue du stade de maturité de... Non, puis je te le repasse tout de suite. Moi, je préfère, et là, je l'ai vécu justement dans ce grand groupe là dont je viens de parler, la URNA, tout ça, un manager idéaliste, un patron idéaliste. Il a une vision. Ça arrive, c'est rare, hein, mais il a une vision, il a une envie. Il m'a parlé, là, le dernier, là, il m'a parlé de la relation. Il m'a dit, lui, ce qui l'intéresse, c'est la relation, parce qu'il sait que s'il y a une bonne relation entre un manager et son collaborateur, il y aura une bonne relation avec le client. Et puis, s'il y a une bonne relation, on va avoir envie d'aller vers l'autre. On n'aura pas besoin d'aller chercher dans le répertoire contact à qui je dois m'adresser. Enfin, voilà, bon. La situation la plus complexe que je rencontre très souvent, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, lui a une vision qui se situe à cet endroit-là, et ses équipes se situent là. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'on suscite beaucoup d'enthousiasme dans les équipes qui ont vraiment envie que le système bouge. Mais le système en haut, il est encore dans cette représentation-là. Eh ben, ça fera partie du cycle. En année 1, de tout ça ressortira peut-être 10-15%. En année 2, peut-être 30%, et ainsi de suite. Je voulais juste dire une chose. Cette grille n'a pas de validité scientifique de je ne sais quel outil qui l'aurait validé. C'est un moyen de se positionner. Comme l'a dit Pierre-Olivier, ce qui compte, c'est moins tellement de savoir si je suis sur A, sur B, sur C, mais comment je passe à l'étape d'après, comment je vais, est-ce que j'ai envie et comment je passe à l'étape d'après. Après que l'étape d'après s'appelle C' ou D-, ou etc., on s'en fiche un peu. Ça donne juste une représentation et ça permet d'identifier un peu ce sur quoi on peut travailler. Mais ce qui compte derrière, c'est l'envie de passer l'étape d'après. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a des équipes incompatibles, des profils MBTI qui sont très différents, qui vont s'opposer et qui du coup vont nous empêcher d'aller A, B, C, D, E? Oui, j'allais répondre à peu près la même chose. Je suis beaucoup plus inquiet par une équipe où vous avez des ENTP, par exemple. Parce que, je dis n'importe quoi, hein, ça peut être un ISFJ, on s'en fiche, mais qu'il n'y a qu'un seul type. Il faut de la mixité. Il n'y a pas de type incompatible. S'il y a une intelligence de la compréhension de ce que je suis moi, de ce que j'apporte aux autres et en quoi j'ai besoin des autres, ok, je n'en ferai que 10 ou 15%, mais c'est déjà beaucoup. Et ça suffit amplement pour commencer à créer quelque chose. Ça, ce n'est pas un processus qui se fait en 15 jours. Hein.
c'est des mois et des mois, voire des années de travail. Donc ça prend du temps, ça se crée. J'ai jamais eu d'équipe incompatible. Oui, des équipes qui se battent, oui, ou des équipes qui débattent. Oui, il y en a plein. On a beaucoup de patrons ou de patrons d'équipe qui vont embaucher plutôt des gens qui leur ressemblent. Parce que c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile de travailler avec des personnes qui fonctionnent comme nous. J'aime bien prendre l'image du couple versus l'équipe au travail. En couple, partir en vacances, non, amis et couple. Les amis, on va choisir des amis qui ont les mêmes goûts que nous, qui aiment bien faire la fête comme nous, au contraire se prendre la tête comme nous, parce que dès qu'on sort, on a les mêmes sources de plaisir, les mêmes satisfactions. Le couple, généralement, ça relève de la complémentarité. C'est-à-dire que lui, il est capable de faire des choses que moi, je ne sais pas faire. Par exemple, elle est capable de s'arrêter et puis de demander son chemin au bord de la route. Ça, c'était un exemple de vieux. Maintenant, avec les GPS, la question se pose moins. Elle est capable d'aller voir quelqu'un et de lui poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, quand moi, je suis encore en train de me demander, excusez-moi de vous déranger. Bon, j'ai un peu évolué grâce à 2-3 trucs, mais schématiquement, c'est encore à peu près ça. Et puis elle va apprécier des choses qu'elle ne sait pas faire, poser un cadre, créer de l'exigence, normer des choses. Bon. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est beaucoup mieux d'être dans des profils différents, mais en revanche, ça demande aux leaders beaucoup plus de connaissances de gestion de cette complexité. Là, c'est beaucoup plus riche si on a de la différence. Si on en est là, il vaut mieux bosser avec des gens avec qui on s'entend bien, donc un peu comme nous. Mais c'est bien que vous citiez le MBTI parce que c'est vraiment, je pense que c'est un outil le plus efficace pour permettre à chacun de comprendre les différences et de jouer sur les synergies. International, interculturel, virtuel, à distance, quelles sont vos expériences? Le futur. J'allais dire tout est possible. Je n'ai jamais vu de situation où il y avait des limites s'il y avait de l'envie. Il faut s'organiser différemment. Il faut mettre en place des outils, on travaille à distance s'il faut. L'interculturel, c'est pas comment je m'adapte à l'autre, hein, c'est comment j'accepte l'autre. C'est pas tout à fait pareil. C'est vraiment comment j'accepte l'autre dans ce qu'il est et qu'est-ce que j'en fais. L'interculturel, je dis parfois à certains, c'est comme le MBTI. Il y a deux types différents, très éloignés, qui ne fonctionnent pas de la même façon. J'ai besoin d'aller déchiffrer, comprendre quelles sont les clés de fonctionnement de l'un et les clés de fonctionnement de l'autre. Donc tout est possible s'il y a de l'envie. Donc il n'y a pas de limite. Par contre, je ne vous dis pas que les processus prendront plus de temps, qu'on va avoir un temps plus important pour créer de l'acculturation. Je travaille beaucoup moi sur de l'interculturel. On va prendre beaucoup plus de temps pour créer de l'acculturation, alors que sur une équipe de Français qui se connaissent tous, etc., l'acculturation va se faire plus vite. Donc on prend plus de temps. Le team building n'est pas tout à fait le même non plus, parce qu'il y a des activités qu'on fera moins d'un côté plutôt que de l'autre, etc. Mais c'est une question de temps, c'est pas une question d'autre chose que ça, je crois. Et puis on va quand même évoquer le poncif du coaching d'équipe, c'est qu'il faut des objectifs communs. À partir du moment où il y a des objectifs communs, les outils pour travailler à distance ou pour se comprendre, on va les trouver. C'est exactement ce que tu viens de dire. Ça peut prendre un peu plus de temps, effectivement, notamment dans l'interculturel. On a travaillé sur un dispositif de développement de compétences, de formation managériale. Et en fait, il a fallu mettre les objectifs pas au même endroit en Espagne qu'en France ou en Belgique. Parce que notamment, par exemple, la culture espagnole est extrêmement hiérarchique. Donc le côté participatif, personne n'est vraiment demandeur. Donc on ne mettra pas la barre à cet endroit-là au même endroit. Mais en tout cas, il y a quand même un objectif commun de l'ensemble des filiales d'inscrire la notion de collaboratif, quel que soit le niveau où on le met, dans toutes les filiales. C'est un exemple. Sur l'aspect technologique, c'est pareil. Le télétravail, les moyens existent depuis 20 ans. Maintenant, on commence à le découvrir parce qu'on a des problèmes de transport, parce qu'on a des problèmes de... Enfin, je vous la fais courte. Et tout d'un coup, on découvre qu'on peut mettre les gens en télétravail et ils vont être aussi efficaces, voire plus efficaces que chez eux, qu'au bureau. Il leur suffit de tester pour faire ce test-là. Mais il a fallu que ça soit un objectif commun, on va dire drivé par la nécessité, pour aller au bout de l'expérience et de s'apercevoir que ça marche. Donc la clé de tout ça, c'est de partager des objectifs communs et que les acteurs du projet aient envie de les atteindre. Ça, on le verra dans la formation, est le moment le plus complexe. Parce que des objectifs, on en a tous, des objectifs collectifs, on en a tous, mais des objectifs où les membres de l'équipe ont envie de les atteindre,
adhèrent à ces objectifs et vraiment envie, pas parce qu'adhésion, on met ça à toutes les sauces. Hein. Voilà, il faut que nos équipes adhèrent aux objectifs. Non, il faut qu'ils aient envie. Voilà, c'est pas qu'ils adhèrent, il faut qu'ils aient envie. Il faut qu'ils se lèvent le matin en se disant cet objectif collectif, j'ai envie de le porter. Alors là, on le verra notamment dans le contenu, ça passe beaucoup par le fait d'avoir un projet d'équipe, c'est-à-dire des fois un projet d'équipe, on peut être dans une équipe constituée, c'est-à-dire je suis dans l'équipe RH, et puis on a des indicateurs, des actions et tout. Et puis à un moment donné, on arrive, on dit, ben non, vous n'êtes pas une équipe, vous êtes une somme d'individus. Il y en a un qui fait le recrutement, il y en a un qui fait la gestion de la paie, il y en a un qui fait ci, mais vous n'êtes pas une équipe. Vous êtes dans le même circuit hiérarchique, mais vous n'êtes pas une équipe. Donc on va créer des sujets communs que vous avez portés ensemble, sur lesquels vous allez grandir ensemble. Donc on discute. Ah ben, on a comme sujet commun la circulation de l'information. Parce qu'on a beau être dans des silos, on a les collaborateurs, on se les partage. Donc si on ne fait pas circuler l'information de ce qu'on fait pour les uns et pour les autres, c'est extrêmement dommageable. La convivialité. On est RH et on donne l'image de gens qui ne sont pas accessibles, pas au service du client interne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et même entre nous, ce n'est pas très convivial. Voilà. Et là, on va trouver ces 3-4 sujets communs auxquels chacun a envie de contribuer et on va piloter ce projet commun en parallèle de l'activité quotidienne. Et là, ça y est, on peut créer des objectifs collectifs auxquels il y a une vraie adhésion. Bon, on y reviendra. Alors là, on rentre dans le contenu, justement. Dans le contenu, en commençant par le global avant de rentrer dans le détail, trois grandes zones de compétences sont nécessaires et vont être développées à travers la formation. La première, c'est la compétence de relation. Alors, on est dans une école de coaching, c'est pas à vous que je vais apprendre que la relation est à la base de tout. Donc, le travail sur la relation est important. La complexité est plus grande aussi. Quand je suis en coaching, je suis en one-to-one avec une relation avec une personne. Et ceux qui ont suivi des études de coaching et qui sont coachs aujourd'hui savent qu'il leur a fallu du temps pour arriver à un niveau de maturité qui leur paraît juste dans la création de la relation avec l'autre et de prendre une juste place et trouver la bonne posture. Là, c'est plus compliqué parce que j'ai plus une personne. J'en ai 8, 9, 10, 15 parfois. Donc, je suis obligé de commencer à réfléchir à comment je crée une relation avec non plus une personne. Parce que si je fais du coaching d'équipe en ne favorisant que la relation avec le manager de l'équipe, ça ne passera pas. Donc, il faut trouver la bonne création de la relation avec chacun des individus. Et aussi, comme je vous disais tout à l'heure, l'émergence de l'équipe, c'est-à-dire que la somme des individus étant inférieure à ce qu'est l'équipe, il faut être aussi en relation avec cette équipe, avec ce delta d'émergence que l'équipe a. Donc c'est un travail un peu différent dans la création de la relation. Bien sûr, on utilise la compétence de relation que nous avons tous, êtres humains, et que vous avez peut-être travaillé pour certains d'entre vous dans une formation de coaching, mais il y a aussi la multi-relation et la relation avec l'émergence de l'équipe. Donc il y a ce premier sujet et ce premier type de travail. La deuxième partie, c'est des compétences de structuration. Un coaching individuel, au début on structure un peu parce qu'on ne se sent pas à l'aise, on est un peu inquiet, on se dit qu'on peut faire des bêtises, donc on s'organise un peu, on prépare bien ses entretiens, etc. Puis petit à petit, quand vous prenez de l'aisance, de l'expérience, vous devenez plus spontané, vous préparez moins les choses et puis finalement vous faites vos coachings comme ça. Là, sur une équipe, quand vous avez face à vous 15 ou 20 personnes, si vous avez une difficulté avec une personne en coaching, vous pouvez toujours rattraper la relation, rattraper quelque chose. Quand vous en avez 15 devant vous, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc il y a tout un exercice de préparation, de structuration de la démarche. Ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai préparé dans une démarche comme ça, je vais le faire. Parce qu'il peut émerger des événements qui vont faire que je décide de ne pas faire telle chose ou d'en faire une autre, etc. Mais que je suis obligé de commencer à structurer une démarche, de structurer le point d'entrée, quel est le livrable, parce que les équipes et les managers attendent des livrables sur ce genre d'activité. Pierre-Olivier en parlait très bien tout à l'heure, les équipes aiment produire. Mais si cette production, elle disparaît, elle est perdue, tout le monde va se dire à quoi ça servait. Donc il faut que les équipes produisent vraiment, et pour ça, il faut créer un cadre et une structuration. Donc la définition du cadre, poser le cadre dans le coaching d'équipe est quelque chose de très important pour permettre justement d'utiliser le cadre pour une production efficace. Et puis la troisième, évidemment, c'est la mise en action. Parce que c'est bien de produire des documents, vous verrez ça, mais la production du compte-rendu, du coaching, du compte-rendu du séminaire, etc. Mais s'il ne se passe rien derrière, tout le monde va faire « ouais, on a encore fait un séminaire, c'était sympa. En plus, ils ont fait venir un super intervenant, un pilote de chasse. Ouais, c'était génial, il nous a parlé de tout. » Et concrètement, on a fait quoi ?
bah, concrètement, on n'a rien fait. Donc, ces compétences de mise en action, mais à distance. Parce qu'au moment où vous quittez le processus avec l'équipe, bah, vous allez quitter le processus. Comme quand un coach quitte son client parce que le travail est terminé, il le quitte. Et il espère que le client va continuer à mettre en action. Là, vous êtes aussi attendu sur la mise en action. Donc toutes ces compétences d'être capable de créer la mise en action, de créer les envies, de créer les moteurs de la mise en action pendant le processus sont importants. Sinon, on se retrouve avec de très beaux livrables, de grande qualité, et puis il ne se passe rien. Voilà. Donc voilà un peu les 3 zones de compétences. On va maintenant rentrer dans le détail du programme. Oui ? L'analyse des freins. Alors, l'analyse des freins, on est dans la relation majoritairement. Il n'y a pas de frein objectif, hein, il n'y a que de freins subjectifs dans un collectif. Les freins objectifs, même pas, pour y avoir l'argent, on n'a pas les moyens de faire quelque chose, mais même pas, parce qu'on peut toujours trouver des solutions. Non, les freins, c'est la relation. C'est j'ai pas envie de bosser avec un tel, ou quand je bosse avec un tel, je bosse pas en fait. Je fais semblant. Et donc là, j'ai quelque chose qui ne produit pas. Et notamment cette phase de résistance. Hein, et on peut être vraiment, nous, des accoucheurs de cette phase de résistance, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de se dire, c'est que Claude, qui va vous parler de systémie au cours de ce parcours, le dira mieux que moi. Mais toutes ces compétences qu'on vient de décrypter de façon un petit peu rationnelle pour accompagner les équipes, en fait, la clé, c'est de les vivre soi dans nos accompagnements. Et je vais donner le deuxième poncif de coaching d'équipe, après l'objectif commun. Le deuxième poncif, c'est 80% de la communication est non verbale. C'est-à-dire que vous allez transmettre beaucoup plus avec votre posture qu'avec tout ce que vous allez dire ou écrire. Donc, quand on va travailler sur ce parcours, on va travailler votre posture relationnelle. Est-ce que vous, dans votre lien au collectif, vous créez les conditions de faire toute cette belle magie dont on a parlé? Par votre écoute, par votre empathie, mais aussi votre sens des responsabilités à un moment donné, face à un groupe qu'il faut driver. Voilà, votre posture relationnelle. Puis votre posture de structuration. Est-ce qu'effectivement vous êtes freestyle et vous êtes quelqu'un qui est un rêveur et vous allez créer plein de trucs, hein. Il y a des artistes qui vont susciter beaucoup de choses, mais qui seront plutôt au niveau de la créativité, de l'innovation. Vous avez un rôle, comme Claude vient de le dire, d'accoucher de quelque chose qui va s'inscrire, qui va se formaliser dans l'action. Donc vous devez dans vos accompagnements avoir un regard sur la structure de votre intervention. Un atelier, un séminaire, un entretien individuel. Comment je vais structurer les différentes étapes de cet échange pour qu'il arrive à l'objectif. Et puis les compétences de mise en action. C'est hyper tentant quand on est coach, et en particulier coach d'équipe, d'être celui qui est là, voilà, et puis qui repart. Voilà. Moi je vous ai fait vivre un truc de malade, maintenant débrouillez-vous. C'est super bon pour l'ego parce qu'effectivement on peut faire vivre un truc super fort à un groupe. Nous, en même temps, on se dit oui, mais je les ai mis en mouvement, mais en même temps, mon travail continue dans la structuration, dans les différentes étapes de l'accompagnement, et je dois avoir le souci en permanence que ce que j'ai dit et ce qu'on a décidé ensemble ait lieu. Donc avec des notions de suivi, avec des notions de retour d'expérience, avec des notions pas tout à fait sexy d'indicateurs. Voilà. Donc on doit incarner nous-mêmes dans notre accompagnement ces compétences qu'on veut voir vivre dans un collectif. Ça, c'est le plus compliqué. Chacun, on a tous des zones de confort et des zones d'effort. Donc, il faudra qu'on se challenge un peu. Il y a des gens qui sont les rois de la relation, mais pas de la structuration. Il y a des personnes qui sont très structurées, mais pas forcément très, très souples dans la relation. Il y a des personnes qui sont très, très opérationnelles, très pratico-pratiques, et d'autres qui sont plus dans les concepts. Dans ces métiers-là, on n'a pas le choix que d'être dans tout ça, en étant conscient qu'on n'est pas bon partout. Hein, mais on est conscient. Donc moi, je vais faire intervenir un collègue à un moment donné où je vais travailler en co-animation avec quelqu'un de très différent qui va me challenger énormément sur la structuration, la précision, le pilotage de projet. Et je lui dis, bon, bah, c'est cool, moi, je vais faire l'animation. C'est pas très honnête intellectuellement, mais ça marche bien. Okay, on va pouvoir, je pense, maintenant attaquer le dernier qui est le déroulé. Le temps passe, il nous reste 15 minutes, donc on va. Voilà. Je vais commencer, Allez. 5 séminaires. 13 jours. Un programme qui se veut un peu évolutif. On commence tout de suite par les fondamentaux. Donc comme toujours, on part sur des fondamentaux
à la fois théorique mais aussi pratique. À l'IFOD, c'est à peu près c'est 1 tiers de théorie, 2 tiers de pratique à chaque fois dans tout ce que l'on fait. Donc beaucoup de mise en pratique par groupe, par sous-groupe, pour utiliser, pour comprendre. On ne mémorise bien que ce qu'on a utilisé. Donc on va pas vous passer 200 slides en une demi-journée parce qu'il ne se passerait pas grand-chose. Voilà. Donc, déjà poser les rôles et missions de chacun, ça c'est très important dans un coaching d'équipe, savoir la juste place de chacun. Par rapport aux slides précédents, ces compétences-là, c'est de trouver la bonne place de chacun. Les niveaux de maturité, donc on revient sur le triangle tout à l'heure avec les 5 barres de Villard, c'est vraiment de rentrer dedans et de commencer à sentir quels sont les indicateurs de chacun de ces niveaux de maturité. Les clés de la mise en dynamique d'un collectif. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment un collectif bascule et se met à bouger? La vision systémique. La vision systémique, c'est vraiment d'avoir une lecture non plus basée sur l'individu, mais basée sur d'avoir une lecture et un décryptage basé sur les relations aux individus. La systémique s'intéresse à la relation entre les individus et moins à l'individu. Un collectif, c'est aussi un ensemble de relations. Comment je vois un collectif, non plus par les personnes, mais par l'ensemble des relations que les personnes ont entre elles. Parce que ces relations sont bien évidemment symptômes et diagnostics de beaucoup de choses. Et les accompagnements et les objectifs d'un accompagnement d'équipe. Un accompagnement d'équipe, comme un coaching d'équipe, comme un coaching individuel, ça a des objectifs, ça se cadre, ça se met dans un contrat et tout le monde est d'accord sur les objectifs. Donc à la fin de ce premier séminaire, vous avez la capacité, la compétence, je sais pas, enfin, en tout cas, de porter un regard sur l'équipe que vous allez accompagner. Un regard sur sa maturité, un regard sur sa capacité à se mettre en mouvement ou pas, à travailler ensemble, et un regard sur, donc systémique, sur la dynamique, qui n'est pas la dynamique de ce collectif. Donc vous pourrez à la fin de ce séminaire regarder autour de vous les équipes dans lesquelles vous travaillez, les équipes dont on vous parle, et avoir un premier niveau d'évaluation, d'appréhension de ce collectif et jusqu'où on peut l'emmener potentiellement ou vers quoi on pourrait lui fixer des objectifs de progrès. C'est clair là, à ce moment-là? Ok. Séminaire 2, donc ça c'est le cadrage. Comme je vous l'ai dit, il y a des objectifs. Maintenant, on va poser le cadre. Et c'est quoi un cadre? Donc on cadre la demande, d'être capable d'être dans une posture de faire accoucher au manager, à un donneur d'ordre, à un RH, véritablement le cadre de la demande, de comprendre pourquoi il y a une demande. En coaching d'équipe, c'est une question que je pose toujours qui est mais pourquoi vous avez demandé? Oh, bah parce que c'était intéressant de faire un coaching d'équipe pour etc. Et puis à force de questionner 2-3 trucs, on découvre qu'il y a eu un événement, qu'il y a 10% des gens qui sont en arrêt de maladie, etc. Et là, on découvre les vraies raisons. Donc ce cadrage est très important parce que si on part sans ça, on risque de passer complètement à côté de l'histoire. Le diagnostic, donc ça c'est de l'entretien individuel, c'est du questionnaire en ligne, c'est des focus group, donc tous ces outils qui permettent de faire parler les membres de l'équipe sur c'est quoi leur ressenti de l'équipe, où est-ce qu'ils se voient, qu'est-ce qui manque à l'équipe, qu'est-ce qu'ils voudraient faire dans l'équipe, etc. Les étapes du changement, donc comprendre un peu comment ça va se passer après, donc quelles sont les différentes étapes qu'on met en œuvre, les stratégies d'intervention, selon les besoins, selon ce qui est exprimé, selon le niveau de cohésion, selon les souffrances qui peuvent être exprimées, on va avoir évidemment des stratégies très différentes. Et puis la dernière, la systémique en action. La systémique en action, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai devant moi un ensemble complexe, comment je peux faire bouger un ensemble complexe sans que, si on reprend certaines matrices de la complexité, il ne vire vers le chaos. Parce qu'un collectif complexe qui part en vrille, ça peut terminer en chaos. Donc c'est vraiment ça, cette idée. Très souvent, on se dit que oui, c'est sympa d'être face à un collectif, d'animer le collectif. Ça, c'est 10% du métier. Hein. 90% du métier, c'est d'avoir préparé en amont, c'est dérouler ses stratégies, ses outils pour arriver à quelque chose de bien. Mais c'est vrai que c'est comme les peintres. Hein. Les peintres, 80% du boulot, c'est de préparer les fonds pour que ce soit tout beau et que ça puisse se faire.
Et ils adorent faire les 20% restants parce que là, ils posent la couleur et le mur devient beau. Ben là, dans le coaching ou dans l'accompagnement des collectifs, on a cet énorme travail en amont avant de se retrouver face au groupe. Et là, il y a de l'énergie, il y a plein de choses et là, c'est du plaisir. Mais avant, il y a eu beaucoup de boulot. Il ne faut jamais l'oublier. L'intelligence collective. Alors ça, l'intelligence collective, c'est plutôt à droite dans le schéma d'Olivier de Villard. Donc, pratique et posture de la facilitation. Donc, quels sont les outils de facilitation ? Co-construction d'un projet d'équipe. Donc, quelles sont les étapes pour que l'équipe arrive à accoucher d'un projet, les méthodes d'animation participative. Donc là, le but, c'est de vous transmettre, de vous communiquer des outils qui sont des outils qui fonctionnent aujourd'hui, qu'on utilise, qui sont utilisés et qui vous permettent d'arriver à cet objectif. Et les techniques narratives, il y a un chapitre spécifique sur l'utilisation des techniques narratives parce que ce sont des outils qui vont aller travailler, là encore, non plus sur des processus objectifs, mais on va vraiment rentrer sur des processus subjectifs, sur la projection que les personnes mettent dans l'équipe, dans l'avenir, dans le projet, etc. Donc c'est un moyen de travailler sur un autre champ, tout en travaillant toujours, bien sûr, sur le projet de l'équipe. Les équipes agiles, donc là on va parler agilité. Agilité qui répond bien au niveau de complexité dont je vous parlais tout à l'heure. L'agilité, c'est un moyen de gérer au quotidien quelque chose de complexe. On ne parle pas de compliqué, bien sûr. Donc, les différentes formes d'agilité, les bénéfices, l'agilité appliquée à la mise en dynamique d'un collectif. L'agilité, c'est un certain nombre de paramètres. Si ces paramètres sont équilibrés, on peut avoir une agilité de qualité au sein de l'équipe. Si vous avez des paramètres qui sont surdimensionnés par rapport à d'autres, vous allez avoir une agilité un peu sur une patte au lieu de deux. Donc, c'est tout ce travail à la fois de déterminer quels sont les leviers de l'agilité et quels sont ceux que l'équipe sait mettre en œuvre et puis ceux qu'elle ne sait pas mettre en œuvre et qu'on va les aider à développer. Ce soir, il vous en parlerait beaucoup mieux. Il y a aussi beaucoup de méthodologies dans l'agilité, des méthodologies de conduite de projet notamment, ou d'animation d'une équipe pour gérer la charge de travail sur les projets. Ça va devenir un ingrédient fondamental de toute la conduite de projet. Donc c'est important d'avoir ces leviers. C'est à la fois une philosophie, c'est un état d'esprit, l'agilité, donc qui nous est très utile d'ailleurs pour faire le reste. C'est une posture, c'est une façon de travailler, mais c'est aussi de la méthodologie d'amélioration continue, de structuration des projets, qui est quand même petit à petit en train de rentrer un peu dans tous les fonctionnements des entreprises. Donc c'est important de passer du temps dessus. Et puis on se termine. Alors on a mis entraînement, mais on va s'entraîner tout le long. Parce qu'en permanence, on sera à la fois sur vous allez être une équipe, donc on va vivre à la fois des méthodes, mais vous allez les expérimenter, on va se mettre en miroir pour regarder où est-ce qu'on est à l'aise les uns les autres. Donc l'entraînement, il sera tout au long, mais il y aura un temps dans le dernier séminaire, pour revisiter des fondamentaux que vous-même vous aurez souhaité sur lesquels revenir. On gardera du temps pour revenir sur certains concepts, certaines approches sur lesquelles on est peut-être allé un peu vite et sur lesquelles vous voulez revenir. Donc c'est la journée dite intégrative sur mesure. Et une dernière journée de validation des acquis, parce que en toute formation, à un moment donné, il faut porter un regard sur l'appropriation de ces compétences. Aucun doute que vous le ferez, tout simplement en expérimentant ces situations-là. Enfin, en travaillant en amont avec vos groupes de pairs sur des cas concrets et de nous les faire vivre pour qu'on puisse partager à la fois vos méthodes, vos postures et vivre ensemble l'accouchement de ce beau parcours. Voilà, et donc alors là, nous on a transmis notre passion pour le métier et pour la pédagogie, mais l'IFOD s'appuie aussi sur des méthodologies d'accompagnement très importantes, notamment le blended learning, c'est-à-dire que tout au long de ce parcours, vous aurez aussi accès à une plateforme avec des contenus, la possibilité de retrouver donc évidemment les supports, mais aussi des contenus supplémentaires, de vous évaluer à travers un certain nombre de questionnaires. Donc il y aura une interactivité à distance entre les sessions. Et toujours entre les sessions, la notion de groupe de pairs, hyper intéressant parce que dans le groupe de pairs, on peut modéliser cette équipe. C'est plus difficile dans un groupe de formation parce que dans un groupe de formation, on est une équipe sans lettres, on n'a pas forcément d'objectifs communs. En revanche, dans un groupe de pairs, on peut vraiment modéliser et s'entraîner à préparer des séquences telles qu'on le ferait en tant que coach ou accompagnateur. Est-ce que vous avez des questions, des réactions parce que le temps avance ou des questions que vous aviez posées tout à l'heure auxquelles on n'a pas répondu? La co-animation?
Il y a de tout. La co-animation apporte effectivement une valeur, un double regard, peut-être un regard différent. Maintenant, proposer à un client de la co-animation sur un groupe de 5 ou 6, très clairement, c'est compliqué. Il ne faut pas se le cacher. Hein. C'est compliqué. Sauf s'il y a un budget absolument tout à fait généreux. Sinon, c'est compliqué. Mais à partir de 10-15 personnes, on va commencer à se dire c'est bien d'être à 2. Parce qu'il y a à la fois vous l'avez compris, il y a du cadrage, donc il y a des choses à suivre, etc. Et puis il y a de la gestion de la relation. À 5-6 personnes, 7 personnes dans le groupe, on peut gérer les deux en même temps. À 15-20 personnes, on est obligé d'avoir quelqu'un qui sera plus sur le cadrage et l'autre plus sur la relation, ou inversement. Voilà. Ça se fait moins pour des questions budgétaires. Pour autant, j'ai vécu ça il y a 2 semaines. On a fait une intervention auprès de directrices de crèche sur l'assertivité, comment communiquer avec les parents. C'est pas toujours simple, qui déposent leurs enfants dans une crèche, surtout en ce moment. Et ils étaient 20 et on était 2, mais il y avait mon collègue qui avait vraiment un regard sur les spécificités du service public, de cet environnement-là, et qui portait un regard un peu d'expert sur le service public. Et moi, j'avais plus un regard sur la communication, les méthodologies de relationnel. Et du coup, les participants nous ont envoyé que c'était super intéressant. Mais ce qu'ils nous ont envoyé, c'est que ce qui était super intéressant, c'est d'avoir un regard expert et un expert du fond et un expert de la communication et de l'interaction, plus que la complémentarité des coachs. C'était plutôt la complémentarité des sujets qu'ils abordaient. Voilà, c'est une expérience. What else? On arrête là? Merci de votre attention et puis on espère vous retrouver très vite. On va se faire. Ah bah oui, voilà. Maintenant, c'est la pub. Qui démarre le 18 mai et sur une période de 5-6 mois, hein, ce qui est la bonne période pour la conduite du changement. Quand on fait des accompagnements d'équipe, 6 mois, c'est pas mal. Même si on vous demande peu de jours, il vaut mieux les étaler sur un certain temps. Ben voilà, en espérant vous retrouver dans ce parcours. Merci à vous.